Merci. Bonjour à tous et un grand merci pour avoir été patient et être restés connectés suite à notre retard lié à un problème technique. Voilà, donc nous avons le plaisir de vous accueillir à cette session de formation sur la mobilité internationale de crédit. L'objectif de cette formation, c'est de vous présenter bien sûr les grandes caractéristiques de ce dispositif, mais aussi et surtout de vous préciser les enjeux pour l'appel à proposition 2017. Donc, comme l'opératrice vient de vous l'annoncer, cette session est enregistrée. Elle pourra donc être mise à disposition par un lien que nous vous enverrons ultérieurement. Alors, peut-être nous présenter d'abord. Nous sommes deux ce matin à interférer dans cette session de formation. Nous allons nous réveiller. Donc, mon collègue. Bonjour à tous, je suis Romain Ballet, chargé de développement pour le secteur éducatif de l'enseignement supérieur. Et donc, Corinne Lefessoulois, également dans le département développement. Donc, cette session, en termes de durée, est prévue sur une durée d'une demi-heure. Et nous vous demanderons à la fin de bien vouloir répondre à un sondage qui nous permettra d'ajuster nos formations, mais également de prendre connaissance de vos éventuels projets, si vous les envisagez en tout cas. Alors, cette session va se dérouler autour de 4 temps principaux. Un premier temps de présentation générale, qui vise donc à présenter les grandes caractéristiques de l'action, que certains connaissent peut-être déjà et que d'autres vont découvrir. Nous verrons ensuite les spécificités de cette action, puis des exemples de projets pour illustrer donc ce dispositif, et enfin une partie plus opérationnelle de préparation à la candidature. Et nous terminerons donc, comme annoncé, par un sondage. Donc cette première partie vise à déjà décliner les objectifs de l'action, vous présenter les spécificités du financement, les nouveautés pour 2017, vous faire un focus sur la spécificité pour les régions Balkans occidentaux et les pays du voisinage Est, et enfin vous présenter quelques points d'attention. Donc tout d'abord les objectifs, des objectifs qui visent en premier lieu à soutenir l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur. C'est un enjeu important dans un contexte mondialisé aujourd'hui, également dans le domaine de l'enseignement supérieur. Deuxième objectif, renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur européen, que ce soit par des mobilités entrantes ou des mobilités sortantes, également pour les enseignants. Promouvoir la coopération avec les pays partenaires. Nous verrons que cette action s'appuie sur un financement spécifique lié à des fonds de coopération. Accroître les connaissances et les compétences des étudiants qui s'enrichissent lors de ces expériences internationales. Et enfin, augmenter l'employabilité et les perspectives professionnelles des participants. L'employabilité restant un enjeu majeur pour l'Union européenne, en particulier pour l'emploi des jeunes. Un petit rappel général avant de vous présenter la suite. Cette action de mobilité internationale, pour ceux qui la découvrent, elle fait partie de l'action clé 1. Elle permet donc à des établissements français d'enseignement supérieur, qui sont titulaires d'une charte Erasmus+, d'organiser et de financer des mobilités donc vers et depuis des pays partenaires du programme. Cette action représente au niveau européen 720 millions d'euros sur 6 ans. Donc, je vous disais, spécificité du financement, une présentation d'un tableau un peu rébarbatif, mais qui vise à vous présenter en fait la répartition de cette action par région via l'alimentation par des outils de financement qui sont appelés instruments. Donc, chaque instrument est dédié à une ou plusieurs zones. Vous voyez, si vous regardez le total en bas, que le total, donc là on est sur 2017, est de l'ordre de 15 millions d'euros. C'est un montant qui reste encore à confirmer et qui sera complété par un réabonnement lié au reliquat de crédit de cette même action sur l'année 2016. Donc c'est un budget qui poursuit son augmentation depuis le début du programme.
puisqu'on a démarré donc en 2015 avec 12 millions d'euros, 14 millions environ en 2016, et on sera donc au-dessus de 15 millions pour 2017. Voilà, donc le budget définitif et l'abondement par ligne sera mis en ligne courant décembre sur Penelope+. Vous découvrez également qu'il y a une nouvelle région qui a été ouverte en 2017 et qui concerne l'Iran, l'Irak et le Yémen. Alors pour 2017, les nouveautés de l'appel à proposition pour la France. Donc je vous l'ai dit, une nouvelle région ouverte sur le Moyen-Orient, avec donc l'instrument ICD, pour un budget de l'ordre de 260 000 euros. Et deuxième nouveauté, une fenêtre spécifique pour la Tunisie, avec un montant additionnel de l'ordre de 900 000 euros qui reste encore à confirmer. Également, pour compléter sur les évolutions 2017, une durée de projet qui passe maintenant à 26 mois au lieu des 24 mois antérieurs, pour ceux qui le pratiquaient déjà, pour des ajustements de calendrier. Et enfin, la précision qu'il n'y aura pas d'appel à proposition complémentaire, hein, contrairement à ce qui avait été le cas en 2015. Donc un focus, je vous le disais en introduction, un focus sur deux zones géographiques, les Balkans occidentaux et les pays du voisinage Est. Donc ce sont des pays, des zones sur lesquelles il y a eu en fait des reliquats de crédit en 2016. Et donc on souhaite attirer votre attention sur les disponibilités qui vraisemblablement seront donc présentes en 2017. Donc là encore, les budgets sont donnés à titre indicatif puisqu'ils seront validés normalement fin décembre au niveau communautaire, sachant qu'on aura donc des reliquats. Donc deux zones sur lesquelles vous avez de réelles opportunités en termes de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur et donc des opportunités pour déposer des projets en 2017. Donc un petit zoom sur ces deux régions qui constituent en fait des priorités aussi bien européennes que nationales. Je vous le disais, avec une sous-utilisation donc des financements également en 2015 et 2016. Ces deux régions donnent lieu à des financements de l'ordre, donc sur une enveloppe globale de l'ordre de 15 millions. Donc pour la première région, les Balkans, de 2,4 millions euros, et pour les pays du voisinage Est, d'un peu plus de 2 millions d'euros. Donc j'attire votre attention sur le fait que cette coopération peut se développer avec tous les pays de la région Balkan, qu'il ne faut pas nécessairement se focaliser donc sur la Serbie. Également, vous dire qu'il y a un gros travail de fait au niveau de l'agence avec les services des ambassades dans la zone donc, des Balkans pour aider justement les établissements d'enseignement supérieur à identifier des partenaires de coopération dans ces pays. Donc c'est un véritable soutien qui est apporté par les ambassades. C'est une collaboration étroite qui a été mise en place entre l'agence et ces ambassades. Et bon, vous avez donc vous-même la possibilité de contacter ces ambassades dans les pays des Balkans pour avoir des précisions, que ce soit sur le système d'enseignement supérieur ou sur la notoriété ou d'autres spécificités d'un établissement particulier. Enfin, dernier point, le fait de pouvoir utiliser donc cette action pour financer des mobilités de personnel de façon à pouvoir en fait mettre en place un projet de coopération qui peut s'élargir par la suite. Donc ces personnels jouent un peu un rôle d'éclaireur pour initier en fait une première collaboration. Donc quelques points d'attention. Donc, je vous l'ai dit, mais on le répète, toutes les mobilités s'organisent depuis et vers un établissement d'enseignement supérieur qui doit détenir la charte Erasmus+, pour l'établissement supérieur français. Ensuite, deuxième point, les mobilités étudiantes sont uniquement des mobilités d'études.
les mobilités de stage sont inéligibles pour l'instant. Donc, pas de mobilité de stage avec cette action pour 2017. Ensuite, attirer votre attention également sur le fait qu'il y a des restrictions sur certaines zones géographiques. Et en particulier, pour certaines zones, on a des mobilités étudiantes sortantes qui ne sont accessibles que pour le niveau doctoral. Donc ça ne concerne que quelques zones, mais ce sont des spécificités qu'il faut regarder zone par zone. Voilà, donc nous avons terminé cette présentation générale de l'action. Je vais laisser la parole à Romain pour présenter les spécificités de l'action mobilité internationale. Donc, sur cette diapositive, on va aborder les critères d'évaluation dans le formulaire de candidature. Donc, ce qui est important, c'est de compléter un seul formulaire de candidature pour tous les pays visés. Et donc, de compléter et de renseigner pour chaque pays visé les 4 critères par pays. Donc, que vous retrouvez là sur cette slide. Non, alors attendez, je crois qu'il y a eu un problème. Donc, voilà, sur cette slide, donc on retrouve la pertinence de la stratégie, la qualité des accords de coopération, la qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet et les impacts et dissémination du projet. Donc voilà, c'est surtout ce qui est important, c'est de bien éviter de faire l'erreur de vouloir créer un formulaire de candidature pour chaque région. Voilà, c'est vraiment une candidature pour l'ensemble de vos projets, donc l'ensemble des régions et des pays visés. Donc, les activités éligibles, donc un autre point important, donc il est possible d'organiser et financer 3 types de mobilités entrantes et sortantes. Les séjours d'études pour les étudiants, les mobilités d'enseignement pour les professeurs, donc qui consiste à enseigner un cours auprès d'un public étudiant. Et le 3e type de mobilité est la formation des personnels pour par exemple des stages d'observation, assister à des staff week, suivre une formation. Donc on retrouve bien là ces 3 types. Donc on peut constater que la mobilité de stage n'apparaît pas dans les activités éligibles. Donc ça c'est un élément important à prendre en compte, hein, c'est-à-dire que la mobilité de stage n'est pas possible à ce jour. Elle le sera éventuellement à partir de 2018. C'est des discussions en cours au sein des agences nationales et de la Commission européenne. Un point important aussi, c'est qu'il existe une enveloppe spécifique qui existe pour les étudiants et personnels en situation de handicap. Celle-ci doit faire l'objet d'une demande spécifique auprès de notre département gestion de projet. Donc elle peut se faire après le formulaire de candidature, c'est une possibilité envisagée. Également, dans la mesure du possible, nous vous demandons de veiller au principe de réciprocité dans vos échanges de mobilité. La mobilité internationale de crédit, on peut le constater sur les colonnes mobilité entrante et mobilité sortante, propose de très bonnes conditions financières par rapport à la mobilité intra-européenne. En effet, les frais de séjour sont très importants et favorisent donc une mobilité de qualité. Également, en bas de la slide, on constate une nouveauté, c'est-à-dire que le calcul du forfait applicable pour les financements des frais de voyage, bon, ça, ce n'est pas une, s'effectue à l'aide de l'outil de la Commission européenne, dont vous pouvez retrouver le lien. Donc l'outil calcule automatiquement le voyage aller-retour et donc il détermine le taux forfaitaire applicable. Au niveau de cette grille qu'on retrouve en bas à droite, il y a un nouveau forfait existant pour les distances de plus de 8000 km. Celui-ci n'existait pas auparavant.
Enfin, la dernière ligne que je n'ai pas citée, les frais de gestion, qui sont une contribution aux frais encourus par les établissements dans le cadre des activités de soutien des actions de mobilité entrantes et sortantes pour les étudiants et les personnels. Donc à ce titre, avec cette enveloppe-là, il est possible d'organiser tout ce qui est en lien avec les préparatifs avec les établissements partenaires, les visites, la sélection des étudiants, la préparation des séjours, l'accueil et l'intégration des participants, le financement de livrets d'informations, de mise à jour de catalogues de cours. Donc voilà quelques exemples, mais la liste est non exhaustive. Et dernier point sur ces financements, la possibilité de pouvoir transférer 50% donc de cette enveloppe frais de gestion vers les autres lignes mobilité. Donc concernant le formulaire de candidature, on a voulu faire un petit point sur deux parties du formulaire, enfin deux axes dans votre argumentaire dans le formulaire de candidature. Le premier, c'est la pertinence de la stratégie. Pourquoi? Parce que c'est un point qui n'est pas suffisamment étoffé dans les candidatures. Même s'il existe des disponibilités financières, il faut apporter autant d'exigences de qualité dans la rédaction de la candidature que celles fournies ou que vous pouvez fournir sur les autres régions plus demandées. Donc il est essentiel d'expliquer le choix des pays et des régions ciblées en lien avec la stratégie internationale de votre établissement et celle du partenaire, puisqu'on est bien sur un projet bipartis où vous venez financer de la mobilité du partenaire, donc la mobilité entrante. Donc il faut également demander des éléments de langage à votre partenaire pour venir compléter ce formulaire, enfin cette partie de la pertinence de la stratégie. Également, sur cette partie-là, il est essentiel d'expliquer vos choix de mobilité en fonction de l'historique de vos collaborations avec les pays ciblés et dans un souci d'une bonne utilisation des fonds alloués par l'agence. Sur les instruments à faible demande, comme les Balkans et les pays du voisinage de l'Est, n'hésitez pas à vous lancer dans de nouvelles coopérations et expliquer la construction de la coopération, la pertinence du choix de cette coopération pour vous et vos partenaires. Les conseils qu'on peut vous donner pour surtout à ne pas faire dans le cadre de la rédaction de votre candidature, c'est de trop vous éparpiller, c'est-à-dire de suggérer, on vous suggère d'éviter de déposer une candidature qui va inclure un nombre important de pays. C'est pour rester quand même assez cohérent dans votre stratégie de développement de partenaires, il faut éviter par exemple des candidatures à 20 pays. Déjà, ce sera une candidature très lourde et donc pour chaque pays, vous devrez avoir une stratégie bien propre. Et donc c'est quelque chose, dans un premier temps, on vous conseille, surtout si c'est votre première candidature, de cibler 4, 5, 6 pays grand maximum et de proposer du coup derrière un argumentaire qui soit mieux fourni et donc plus pertinent et cohérent avec la stratégie de votre établissement. Surtout à ne pas faire, c'est oublier la stratégie de votre partenaire. Trop souvent, dans les candidatures, ce volet-là est oublié, sauf que quand on est sur une mobilité où on vient financer les mobilités de ses partenaires, on doit comprendre pourquoi le partenaire a décidé de coopérer avec vous et donc de mettre en place des échanges. Et surtout, le dernier point, c'est d'éviter les copier-coller, puisque les stratégies certes peuvent être similaires dans un pays d'une même région, mais n'oubliez pas d'indiquer la stratégie des établissements des pays partenaires qui doit être prise en compte dans la pertinence du projet. Le deuxième volet, le deuxième volet des 4 parties d'une candidature, c'est le volet impact, qui est pour lequel on comprend que ce soit assez compliqué pour vous à renseigner, mais la qualité de rédaction sur ce volet-là, sur cette partie-là de la candidature, est souvent déterminante pour départager 2 candidatures. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas vouloir systématiquement décrire l'impact à chacun de ces niveaux, mais rester sur des impacts en lien avec
les types de mobilité que vous souhaitez organiser et rester donc pertinent par rapport au projet et dans sa globalité et sa cohérence. Donc des exemples d'impact, on va retrouver les impacts sur les organismes participants et les partenaires, les organismes également sur les participants, donc distinguer les étudiants, les doctorants, les enseignants, les personnels administratifs. On peut également retrouver les impacts sur les bénéficiaires indirects, donc les autres étudiants qui n'ont pas participé à la mobilité, donc quels impacts pourraient avoir ces projets-là sur ces autres étudiants, sur les enseignants, sur les services au sein de votre établissement, donc services des relations internationales, services pédagogiques et autres services. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et donc, essayer de décliner et de présenter les impacts voilà, à hauteur et à dimension de votre établissement. Voilà, et donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point dans les impacts, c'est d'expliquer aussi comment vous allez procéder à la diffusion des résultats de ce projet-là, dans le but de pouvoir optimiser la valeur et de renforcer du coup l'impact et de les intégrer dans les pratiques structurelles de votre établissement. Ceci pour assurer l'intégration du projet au sein des différentes organisations participantes. Donc là l'idée est plutôt très simple, puisque là, c'est surtout nous donner des informations sur quelle information vous allez souhaiter diffuser, donc l'existence du projet, un résultat en particulier, vers qui, sous quel format, des événements, des publications. Donc les événements, ça peut être des organisations de réunions d'information avec des feedbacks d'étudiants qui auraient bénéficié de cette mobilité. Par quel biais? Internet, site internet, intranet, en face à face, quand, et puis qui s'en charge, nous expliquer quels services donc, vont participer à la diffusion de ces résultats. Donc voilà à peu près au niveau de l'impact ce qui est attendu de manière générale. Donc voilà, d'un côté l'impact sur l'impact structurel et individuel et la dissémination de ces résultats, comment, pour qui, avec quel outil. Voilà, donc après ces conseils donnés par Romain, je vais vous faire voyager avec quelques projets, 2 projets. Donc plus précisément celui de l'université Nice-Sophia Antipolis, université qui a une large stratégie à l'international avec de nombreux pays, et plus particulièrement sur les Balkans occidentaux et un pays du voisinage est qu'est l'Ukraine. Donc dans leur projet, nous avons donc des mobilités étudiantes essentiellement donc vers la France, pour le Kosovo, la Serbie et le Monténégro, et pour l'Ukraine, des mobilités bilatérales de personnel vers la France, ainsi que des mobilités étudiantes. Alors pour illustrer un peu et que ce soit plus parlant, je vais vous rappeler que pour le Kosovo, on avait une coopération préexistante, hein, donc entre l'université de Nice-Sophia Antipolis et la grande université de ce pays, coopération qui existait donc depuis 2008, avec des enseignants français qui ont déjà participé au renforcement des programmes de plusieurs doctorats dans l'université kosovare. Donc, l'intérêt pour les établissements, en tout cas pour l'université française, c'est de mieux connaître donc ses partenaires dans la perspective aussi de l'entrée dans l'Union européenne du Kosovo. Donc, la Serbie également des mobilités étudiantes vers la France. Monténégro, là aussi, c'est une coopération préexistante qui existe déjà depuis 2010 dans le cadre de la future intégration également du Monténégro à l'Union européenne. Et coopération qui s'est développée autour de la mise en place en 2010 d'un double diplôme en économie. Avec l'Ukraine, là aussi, une coopération déjà existante depuis une vingtaine d'années, donc dans le domaine de l'informatique et de la chimie, avec des échanges dans le cadre d'une summer school en particulier en économie, et échanges qui ont donné lieu à des publications et des séminaires organisés conjointement. L'objectif avec ce pays, l'Ukraine, étant la création d'un double diplôme.
Donc, les objectifs de ce projet, ils sont à deux niveaux. On a en premier lieu une structuration du partenariat qui est rendue possible par ces mobilités. Deuxième chose, la pérennisation du partenariat. Pourquoi? Parce que voilà, ce sont des pays qui sont susceptibles de rentrer dans l'Union européenne et il est intéressant d'ores et déjà de pouvoir coopérer avec eux, sachant qu'ils seront partie prenante par la suite du programme Erasmus+. Autre projet, alors on va traverser les océans et aller rêver un peu du côté de l'océan Indien, mais plutôt côté terre, avec le lycée agricole Boyer de la Girodée, situé donc à La Réunion, et qui a une stratégie internationale qui est tournée vers les pays de l'océan Indien, dans le cadre d'un accord cadre de coopération qui a été renouvelé en 2013 avec les pays donc, de cette zone. Donc le contexte de l'Afrique du Sud au niveau agricole, ce sont des cultures à la fois d'exportation et des cultures vivrières qui se côtoient, cultures qui peuvent être très diversifiées pour les cultures vivrières, avec aussi bien de l'horticulture, de l'élevage, des fruits et du vin et du maïs, première culture céréalienne, mais aussi la nécessité, pour couvrir les besoins locaux, d'importer des matières premières, d'importer donc des produits. Voilà. En parallèle de ça, l'Afrique du Sud est placée parmi les 10 premiers producteurs mondiaux pour la canne à sucre. Donc ça, c'est une culture d'exportation. L'objectif du projet, c'est justement de développer en fait les cultures vivrières et en tout cas de former les enseignants à des projets donc de mise en place d'un potager. Donc, dans le cadre de cette coopération, élaborer ce projet qui sera ensuite mis en œuvre par les étudiants eux-mêmes. Donc, pour l'Afrique du Sud, c'est donc un renforcement des échanges au niveau pédagogique. Ce sont les enseignants, là vous le voyez, on a des mobilités bilatérales de formation du personnel, donc sur l'aspect sécurité alimentaire. Ensuite, sur Maurice, également des mobilités donc de personnel. Elles sont donc au total sur ces deux pays, elles sont au nombre d'une dizaine. Donc ce sont vraiment des mobilités pour vraiment commencer, déclencher cette coopération de façon plus large peut-être par la suite. Et donc pour l'île Maurice, on a donc un projet sur la canne à sucre là, qui est une culture très fortement implantée à Maurice, avec là encore un projet de formation des enseignants pour des techniques de culture et en particulier la couverture des sols à base de plantes qui vont pouvoir enrichir les sols que sont les légumineuses. Voilà, donc pour ce deuxième projet qui donc, nous fait voyager, l'intérêt c'est de vous montrer que là, ce sont des formations, donc je ne voulais pas préciser, d'enseignants qui sont en BTS, donc enseignement supérieur du cours, et c'est une première étape dans une construction de coopération avec ces pays grâce à quelques mobilités de personnel pour donc initier la mobilité internationale. Et deuxième objectif, l'enrichissement des enseignants par ce rapprochement et en particulier la mise en œuvre après des techniques acquises, en particulier par la mise en place avec l'Afrique du Sud d'un jardin potager au niveau de l'établissement. Voilà pour les illustrations. On va donc passer à la dernière partie, qui est une partie un peu plus opérationnelle concernant la candidature et les ressources que vous allez pouvoir trouver. Donc pour préparer votre candidature, pour obtenir de la documentation, des formulaires commentés, à avoir accès à différents simulateurs, aides et tout ce qui est documents aussi officiels, donc guide du programme, appel à proposition 2017, vous retrouvez l'ensemble de ces documents sur la plateforme Pénélope Plus et la fiche action qui est dédiée à l'action du coup mobilité internationale de crédit. Sur la capture écran, vous
pouvez constater qu'il s'agit qu'on a capturé la fiche action 2016, puisque la 2017 va bientôt paraître. Elle est en cours de construction, puisque le site va subir un petit lifting et donc l'architecture de la plateforme Penelope Plus ne va pas, le contenu ne va pas être modifié. Vous retrouverez toujours ces fiches actions. Ce sera simplement en page d'accueil, l'ergonomie sera différente. Donc voilà, la plateforme Penelope Plus, fabuleux outil pour vous pour retrouver toutes les informations dont vous avez besoin pour déposer votre candidature, la compléter avec de nombreuses aides à votre disposition. Les modalités de dépôt de la candidature, donc là l'appel à proposition 2017 ainsi que le guide du programme dans sa version anglaise sont disponibles déjà sur le site de l'agence et sur la plateforme Penelope Plus. Donc qui peut candidater à cette action? Donc les établissements d'enseignement supérieur français titulaires d'une charte Erasmus+, et également des consortiums accrédités ou en cours d'accréditation qui rassemblent un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur français titulaires de la charte Erasmus+. Donc ces deux possibilités de dépôt de financement sont possibles sur la mobilité internationale de crédit. Les activités éligibles, on retrouve ce qu'on a présenté précédemment, mobilité d'études, 3 à 12 mois, mobilité d'enseignement, 5 jours à 2 mois, mobilité de formation, 5 jours à 2 mois. Comme pour la mobilité intra-européenne, au stade du formulaire de candidature, vous aurez simplement à indiquer des flux de mobilité. À ce stade-là, il n'y a pas de financement à demander, c'est uniquement les flux que vous allez demander. Donc un nombre d'individus, un nombre total de mois. Donc on rappelle que les mobilités de stage sont inéligibles dans le cadre de la mobilité internationale, donc de même que les mobilités combinées. Les mobilités combinées, pour rappel, c'est une période d'études suivie d'un stage en entreprise. Donc la durée du projet, donc il y a deux types de durée, 16 mois ou 26 mois. 26 mois, pour rappel, c'est une nouveauté. Nous vous suggérons de privilégier des candidatures sur une durée de 26 mois pour vous laisser le temps de bien mettre en place vos projets de partenariat et donc de mettre en place ensuite les mobilités afin de pouvoir bien utiliser les fonds et de éviter d'être pressé par le temps et donc de prendre le temps de vous donner le temps. Voilà. Et donc, dernière info, la date de soumission, le 2 février 2017 à midi, heure de Paris. Enfin, pour tout projet de candidature mobilité internationale de crédit, notamment pour les pays et les zones, les régions, pardon, sous-utilisées qui sont les Balkans occidentaux et les pays du voisinage de l'Est, on vous invite à prendre contact avec la personne contact pour la dimension internationale du programme, Hélène Pinault. Donc vous retrouvez son mail sur le PowerPoint ainsi que son numéro de téléphone. Elle pourra vous conseiller et vous proposer un type d'accompagnement pour une candidature de qualité. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre session. Encore une fois, merci de votre patience et encore une fois, nos excuses pour le démarrage tardif de cette session. Nous espérons qu'elle a bien répondu à vos attentes. Et surtout, maintenant, nous vous invitons à répondre au questionnaire que l'opératrice va pouvoir lancer. Donc, le sondage, si on peut l'envoyer, de façon à ce que vous puissiez nous dire votre ressenti. Voilà. On vous remercie, Romain et moi, et on vous souhaite de bons projets dans la dimension internationale.